Bonjour Joris. Bonjour. Je suis content de pouvoir te poser quelques questions aujourd'hui parce que tu reviens d'Indonésie et tu as fait un voyage assez particulier, il me semble. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce voyage? Avec plaisir. C'était la deuxième fois que j'allais en Indonésie. Et la première fois, c'était en début d'année, là, 2017. D'accord, Donc l'année dernière, 2017. C'était de mars à mai. Et là, cette fois-ci, c'était de mi-octobre à mi-décembre. d'accord, Et l'objectif était de vivre en forêt. Donc l'Indonésie, c'est la ceinture équatoriale, donc c'est forêt tropicale humide. d'accord, Et donc l'objectif était de vivre en forêt, de se nourrir en forêt et de découvrir au maximum les fruits endémiques d'accord, de ces forêts là-bas qui sont des forêts qui ont évolué sur des îles, puisque l'Indonésie c'est un pays en fait qui est formé de beaucoup d'îles. Il y a plus de 10 d'accord, 000 îles, et dont l'une qui est, je crois, la plus grosse île au monde, enfin, qui n'est pas considérée en tout cas comme un continent, évidemment, qui est celle de Bornéo, d'accord, qui abrite deux pays. Il y a un morceau de la Malaisie sur Bornéo, et il y a donc la plus grande partie de l'île qui s'appelle Kalimantan, qui est indonésienne. Et sur cette île, il y a une forêt de laquelle sont origines beaucoup de fruits. d'accord, Donc on appelle des fruits originaires enfin, d'un endroit, quoi, des fruits endémiques. oui, Donc qui ont été, on va dire, sélectionnés par la nature et l'évolution, voilà, sur place, là-bas. d'accord, Et par les animaux, notamment les orang-outans, d'accord, qui sont nos plus proches cousins, on va dire, avec les bonobos, chimpanzés, etc. Donc frugivores, et donc comme nous, et en tout cas majorité. Et oui, donc ils ont sélectionné par coévolution des fruits sucrés qui nous correspondent totalement. Alors il y a eux, mais il y a aussi d'autres animaux sur cette forêt. Enfin, dans ces forêts, il y a les sangliers, il y a les éléphants, etc. d'accord, Tous en voie de disparition. Les oiseaux, enfin tous les animaux. Et donc tout ceci en voie de disparition, y compris la forêt, à cause de l'exploitation de l'huile de palme, donc des coupes rases et des forêts brûlées pour implanter, voilà, d'accord. ces monocultures de palmiers à huile. Voilà. Alors, parmi ces fruits, je crois qu'il y en a un que tu apprécies tout particulièrement et d'ailleurs tu n'es pas le seul dans la forêt à l'apprécier. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler de ce fruit? Est-ce qu'il était au rendez-vous lorsque tu t'es allé à Bornéo? Oui. Donc ce fruit, c'est le durian. Le durian qui est un fruit unique. Donc j'imagine tu mettras des photos. Ouais, exact. Extérieurement, il donne pas envie parce qu'il est entouré de piquants, quoi. Ça a l'air d'être un peu hostile comme produit, non? Oui, ça fait un peu, comment dire, un peu Le fantastique. fruit du dinosaure. Ouais, ouais, moi ça me fait penser un peu au monde un peu fantaisiste, Sauron, Tolkien, etc., D'accord, dans Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est une espèce de grosse boule avec des pics, et avec une odeur extrêmement forte. oui, Et donc objectivement, c'est une odeur très forte. Et après, subjectivement, c'est une odeur hyper agréable d'accord, lorsque le corps fonctionne normalement, naturellement, où il n'y a pas d'encrassement, on va dire, toxique. Et d'accord, c'est vrai que la majorité des Occidentaux ne peuvent pas le manger, ce fruit, parce qu'il les dégoûte par son odeur, oui, qui rappelle celle du gaz.
Et effectivement, la majorité des Occidentaux sont intoxiqués aux produits laitiers, donc ils ont du mal avec ce fruit. Les Indonésiens ne mangent pas de produits laitiers, donc n'ont pas de problème avec ce fruit. C'est pas une question de génétique, hein, c'est vraiment une question de toxémie due à l'alimentation. D'accord. Et donc les Indonésiens en mangent, bien sûr, du durian, ils en mangent beaucoup, mais ils en mangent quand même moins qu'un orang-outan qui va se faire un repas, ou qu'un frugivore, ou quelqu'un comme moi qui mange cru, où là on va manger plusieurs fruits. Mais là, pendant ces 2 mois, tu n'as pas quand même mangé que du durian? Alors pendant 2 mois, j'ai mangé exclusivement que du durian. Mes repas étaient faits de durian. D'accord. Et après, dans la journée, je buvais de l'eau de coco. Je buvais de l'eau de coco souvent parce que c'est quelque chose, voilà, c'est une boisson vraiment que j'adore. Et sinon, comme autre fruit, en fait, il se trouve que je comptais arriver là-bas, être en pleine saison de fruits. Ouais. Donc mes 2 fruits vraiment buah hutan en indonésien, c'est vraiment les fruits de la forêt, comme quand on dit orang-outan. Oui. Orang-outan, ça veut dire homme de la forêt, hutan c'est forêt, et buah hutan c'est fruit de la forêt. D'accord. Et je m'attendais vraiment à arriver à tomber sur la période vraiment des fruits, de toute la panoplie de fruits qu'il y a en forêt tropicale humide là-bas, pendant cette période. Et en fait, ce n'était pas le cas. Elle a été plus ou moins repoussée. L'explication des saisons est assez particulière. J'ai mis du temps avant de comprendre. Les locaux n'ont pas forcément une science exacte là-dessus. Il y a des microclimats. Donc je suis arrivé là-bas, la saison du durian commençait. Oui. Et du coup, donc, j'ai pu profiter du durian. Mais il y a toute une panoplie de fruits excellents, comme le cempedak, comme le jackfruit qui est plus connu, comme le marang, mentawa. Bon, après, ce sont des noms indonésiens, etc. Enfin, il y a toute une variété, même de durian, d'espèces de durian qui arrivent à une autre période, et c'est en ce moment là en janvier 2018. Donc moi je suis revenu, donc je ne peux pas en profiter, mais j'ai pu manger des durians. Il y avait des durians dans la première saison de durian. Et comment étaient rythmées tes journées là-bas dans la forêt? Alors dans la forêt, je marchais beaucoup, pieds nus. C'est pas dangereux? Ça peut être dangereux de mettre le pied sur une épine, une aiguille, etc. Bon, on regarde où on met les pieds. En général, on marche sur un sentier. Un sentier donc, qui est un sentier finalement de terre. Voilà, à force de marcher, ça fait comme un sentier de terre. Dès qu'il pleut, donc c'est la saison humide, dès qu'il pleut, c'est de la boue, quoi. Enfin, c'est assez boueux. Mais ça reste agréable pieds nus, il fait chaud et c'est très agréable. Donc je marchais pieds nus, je faisais ce qu'on peut appeler des treks. Et mon but c'était de rencontrer des gens dans la forêt qui, comme moi, cherchaient les durians. Donc des locaux. Et ces locaux, en général, possèdent plus ou moins par famille des zones de la forêt. En fait, on appelle ça forêt. C'est une forêt jardin, c'est une forêt fruitière. Et qui n'est pas du tout vierge de l'homme, c'est une forêt anthropique. Donc c'est l'homme qui l'a, on va dire, aiguillé. Aiguillé parce qu'il n'a pas créé vraiment de toutes pièces à partir de rasa blanc de la forêt, quoique il y a des techniques après le riz ou on replante, etc., que des espèces utiles et comestibles, etc. Et tout ça, c'est un autre sujet. Mais en gros, la forêt jardin, la forêt, voilà, est plus ou moins, on va dire, possédée, chaque portion, par des familles, voilà, qui ont plus ou moins hérité. Je pense que à l'époque donc où les Dayaks, les primitifs, les autochtones là-bas vivaient des fruits de la forêt comme ça qu'ils transformaient. Ils transformaient la forêt à leur avantage et à l'avantage de toute la faune, puisque tout le monde en profite. Et il y avait
peut-être pas la notion de propriété comme maintenant. Maintenant, c'est vrai que c'est un marché, le durian, donc on va croiser des gens dans la forêt qui vont chercher leur durian, qui vont passer la nuit au pied des arbres, attendre que les durians tombent, récolter les durians, au petit matin les amener au village, les vendre, ça part dans les villes, etc. Comme l'exploitation de l'huile de palme est exponentielle et vraiment elle sature tout, elle vient prendre toutes les zones forestières, etc. Le durian est un fruit qui est de plus en plus rare. Et comme le capitalisme, c'est la rareté, on fait de l'argent en créant de la rareté, ça avantage le système monétaire et ceux qui possèdent encore ces arbres, etc. Puisque du coup, ils peuvent le revendre à bon prix, surtout quand c'est pas la saison. Quand c'est le début de la saison, ça ne produit pas trop. Donc, bon, c'est malheureux, mais voilà ce qui se passait. Donc, je croisais ces gens et je discutais, je faisais connaissance, je passais la nuit parfois avec eux. Donc, j'ai un équipement de hamac avec une toile pour la pluie. Donc, je passais la nuit à hamac. À côté de leur petit pond d'oc, ils appellent ça pond d'oc, c'est une petite cabane de fortune qui est construite juste pour la récolte, là, qui dure à peu près un mois pour chaque arbre. D'accord. Et on passait la nuit ensemble, et puis la nuit les durians tombaient, donc ils tombent toute la journée, hein, mais la nuit particulièrement, et on les entend bien, ils réveillent même. Hein. Donc vous verrez là sur la photo, il y a une photo où on a pu me prendre en photo et on voit bien vraiment la grandeur des arbres. Ouais. Ce sont des arbres qui font entre 30 et 50 mètres peut-être. Et les durians, quand ils tombent, c'est des fruits qui font entre 1 et 3 kilos. D'accord. Et quand ils tombent, ça fait un bruit vraiment très, très, très important. Donc on sait qu'un fruit est tombé, il nous réveille et on va le chercher à la lampe torche la nuit. D'accord. Et quand il y a du monde, le jour même, c'est au premier qui le trouve. Voilà, parce que les arbres sont quand même très gros, ils ont un gros diamètre, etc. Ça peut tomber. Ça peut rouler. Ça peut rouler. Ça a une couleur verte, donc ça se voit pas forcément. Des fois, on le trouve avec l'odorat. D'accord. On sait, là, il y a un durian qui est tombé, etc. D'accord. Et donc, ouais. Mais tu n'étais pas lassé du goût du durian au bout d'un certain temps comment ça se passe, hein? Alors, je ne sais pas si c'est moi, si c'est mon corps, si c'est mon alimentation ou si c'est autre chose, mais je n'étais pas lassé. Comme je ne suis pas lassé de manger un même fruit, en ce moment c'est le kaki. Ouais. Donc là on est à Nîmes, oui. Tu m'interviews, et c'est la saison où on trouve encore des kakis, etc. Ouais. Quand le fruit est excellent, je ne me lasse jamais, donc je peux le manger tous les jours, il n'y a rien qui m'arrête dans le fruit, il n'y a aucune acidité, il n'y a aucun problème, donc je peux en manger tous les jours sans aucun problème. Et le durian a cet avantage, c'est que les locaux ne peuvent pas aller le cueillir, car c'est trop haut, oui. C'est beaucoup trop haut, donc ils ne peuvent pas aller le cueillir avant maturité, le durian tombe quand il est mûr. D'accord. Quand il est mûr, il tombe, et là, on a 2-3 jours pour le manger. On ne peut pas cueillir un durian vert Alors, si on cueille un durian vert, alors les variétés, après c'est une histoire de variétés, ouais. Parce que dans la forêt, ce sont des variétés de semis. D'accord. Donc, qui ont été semées par les locaux. Hop, il y a un super bon fruit avec des graines petites, moyennes, beaucoup de chair. Oui. Hop, on va ressemer celui-là plutôt. On va ressemer celui-là, ou on va le laisser grandir, etc. Ou on va le repiquer, etc. D'accord. Et puis on va le laisser grandir et il fera la canopée dans 100 ou 200, 300 ans. Puisque là, les arbres que je côtoyais, ils étaient pluricentenaires. D'accord. Ce sont vraiment de gros arbres. Et du coup, ils ne peuvent pas aller le cueillir. Et si jamais ils le cueillent, ça fait des fruits moins bons, comme tous les fruits, un abricot vert, ça reste dur, etc. Ça mûrit mal. Le durian peut mûrir un peu, mais c'est pas bon, quoi. C'est pas.
Et c'est ce qui fait la qualité de ce fruit qui est quasiment toujours optimale, c'est qu'on est sûr que le fruit est tombé parce qu'il a été mûr. Alors au début, un peu comme pour les pommes, quand il y a des vers, etc., ils tombent prématurément et du coup ils sont moins bons. Voilà, mais sinon ça reste un fruit qui est toujours délicieux quand il est local comme ça et issu d'une forêt, jardin. Dans la forêt, tu as parlé de très grands arbres. Ils ont quel âge en moyenne? Alors, ils sont pluricentenaires. Ils sont pluricentenaires, 200 ans, parfois 300, pour les plus vieux que j'ai vus. Là, j'ai donné approximativement aussi. La canopée, en fait, les arbres qui produisent sont vieux parce qu'ils sont vraiment à la strate supérieure de la canopée, donc ils sont très hauts, donc c'est forcément les vieux arbres. Sous ces arbres, il y a d'autres arbres qui peuvent croître et qui donnent des fruits, comme le ramboutan, comme le lanxat, doucou, longan, etc. Il y a plusieurs variétés de durian, les tchempedak aussi qui peuvent être très gros, mais toujours inférieurs au durian. Le durian, c'est l'arbre qui vraiment surpasse tous les autres. C'est un fruit là-bas qui est mis au rang de roi des fruits. Et c'est vraiment le roi des fruits. C'est un fruit emblématique. L'arbre est donc toujours le plus grand. Il est la première strate de la canopée. Il dépasse dans tous les j'ai visité aussi des très vieux vergers. Là pour le coup verger, pas forêt, mais vraiment verger planté de durian, mais diversifié avec d'autres fruitiers. Et les durians sont toujours au-dessus. Ils sont au-dessus des cocotiers, au-dessus de n'importe quel arbre en fait. C'est vraiment la première strate. Donc c'est un arbre prépondérant, c'est un fruit prépondérant, je veux dire exceptionnel. Et c'est un truc que je voulais dire qui m'a échappé. Sur l'ancienneté, non, sur la taille. Oui, et c'est un fruit qui, en forêt, évidemment, comme dans toutes les forêts, ne demande pas d'engrais, d'entretien. Aucun entretien, aucune taille, pas besoin d'apport d'engrais. Même ça me faisait rire parce que quand je posais la question, je m'attendais aux réponses, mais je posais quand même la question. Je demandais s'ils étaient vraiment biologiques, naturels, et ça, ils en sont fiers de ça. Oui, bien sûr, c'est naturel. Ils répondent que c'est naturel. Ils disent il n'y a pas d'engrais organique. Ils disent il n'y a pas d'engrais organique. Alors, je ne sais pas si ils ont vraiment la notion de ce que c'est qu'un produit vraiment bio, la notion d'engrais organique, engrais chimique, etc., de synthèse. Mais en tout cas, oui, voilà. À chaque fois, il me disait tidak pupuk sapi, tidak kotoran ayam. Ça veut dire pas de fumier de vache, pas de fiente de poule, pas d'engrais organique, pas de produits chimiques, pas d'insecticides. À Bornéo, il n'existe pas de vergers commerciaux entretenus aussi quand même. Il en existe, j'ai pu en visiter à Pontianak, donc c'est une des grosses villes de Bornéo, Bornéo Ouest. Et là, il y a de vieux vergers encore. En exploitation. En exploitation avec d'autres arbres. Et j'ai interrogé les fermiers qui travaillent sur ces vergers. Ils n'utilisent pas d'engrais, quasiment pas d'engrais. Par contre, ils utilisent depuis quelques années un désherbant. Donc assez puissant, plus puissant que le glyphosate, celui qui a été interdit là, en Union Européenne. Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, paraquat. Je crois que c'est le paraquat, mais il y a plusieurs noms, vraisemblablement. Et donc ça, c'est vraiment un désherbant qui est
Nocif. qui est très toxique pour le sol. Ouais, il y a des rémanences, etc. Donc ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce qu'il faut un passage, au lieu de passer une semaine à la machette à couper les petits arbres. Parce que sous la canopée, c'est pas des herbes, hein, c'est une petite population d'arbres qui va pousser. Qui rentre en concurrence? Non, qui ne rentre pas en concurrence. Aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a sur le sol, la pédologie et sur la dynamique en fait, des forêts, on sait que c'est pas de la concurrence, au contraire, mais c'est surtout gênant pour les récoltes. C'est gênant voilà, pour la cueillette, pour les récoltes, pour l'entretien, etc. Donc là-bas en forêt, c'est pareil. Une fois que les premiers durins commencent à tomber d'un arbre, il se trouve que ça a repoussé depuis l'année passée, depuis la dernière récolte. Donc il va y avoir des pousses de bambou, d'arbres divers, d'herbacées, etc. Et il faut couper, il faut vraiment nettoyer entre guillemets à la machette, tout couper sur la circonférence en fait de l'arbre, en tout cas là où les branches vont s'éloignent du centre, parce que c'est là où les durians tombent, et ça peut être vraiment un très grand espace comme ça. Une grande couronne. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ton projet en Guyane? Est-ce que tu veux introduire le durian en Guyane ou est-ce déjà fait? Alors, je n'ai pas goûté le durian en Guyane, mais il se trouve qu'il y a, de par de connaissances, on m'a dit, bon, j'ai été en Guyane évidemment, mais j'étais pas là lorsque c'était la saison. Mais un Chinois, sauf erreur, aurait implanté le durian et en vendrait sur le marché de Cayenne. Voilà. Donc il y aurait quand même du durian en Guyane. Maintenant, quelle variété? Est-ce que c'est des durians greffés? Est-ce que les semences viennent de Bornéo? Sachant que des variétés de durian, il y en a autant que d'individus, que d'arbres. Tant qu'ils ne sont pas greffés, ils ne sont pas clonés. Et chaque graine donne un nouvel arbre. Et chaque graine va donner un fruit qui va ressembler au fruit duquel la graine est issue. Va ressembler, mais pas identique, évidemment, puisqu'il y a des pollinisations, etc., qui se font croiser. Donc ça, c'est extraordinaire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de saveurs avec les durians, beaucoup de variétés. J'espère qu'on pourra voir avec les photos. Oui. Donc c'est excellent vraiment d'en goûter plein. Et mon projet, évidemment, c'est d'introduire le durian en Guyane et tous les autres fruits endémiques de Kalimantan et plus largement tous les fruits équatoriaux, donc africains, d'Amérique du Sud. Voilà, tous les fruits un peu méconnus mais qui sont d'une exceptionnelle qualité gustative et nutritionnelle. En quelque sorte, tu veux faire une forêt fruitière en Guyane de fruits tropicaux. Exactement. D'accord. Je voudrais reproduire une dynamique naturelle de forêt autour d'essences utiles, comestibles. Vraiment une forêt orientée food forest en anglais. Le but c'est vraiment ça, mais d'avoir vraiment une dynamique naturelle de forêt où vraiment l'entretien se limite à très peu de choses. D'accord. Ouais. Les arbres de forêt mettent quand même plusieurs années pour fructifier, même si ça pousse assez vite sous l'équateur. Entre-temps, comment tu vas faire pour t'alimenter? C'est pas si sorcier que ça. Déjà il y a les marchés pour acheter les fruits. Ensuite il y a tous les arbres locaux qui sont là chez les gens, les jardins créoles comme on dit. Oui. Donc des fois les manguiers, il y a tellement de mangues qu'on marche dessus, etc. Et il y en a pour tout le monde, surtout que tout le monde ne mange pas comme ça. Donc
Voilà. Et puis, dans le projet, effectivement, alors pour revenir sur le durian, à partir du semis, il peut mettre jusqu'à 15 ans avant de donner les premiers fruits, à partir de graines. D'accord. Il peut mettre beaucoup moins de temps. Si vraiment on amène des engrais organiques, naturels, compost, etc., en tout cas une technique vraiment... Si on le taille? Si on le taille, probablement qu'il va fructifier plus tôt. Il y a plusieurs techniques. Si on greffe, là on peut avoir déjà du durian en 3 ans, 4 ans. On peut avoir du durian par la greffe. Du coup, on aura des arbres beaucoup plus petits. Oui. Et on aura des fruits vraiment beaucoup plus tôt. Donc, moi, je ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Il y aura vraiment une partie qui sera allouée à la mise à fruits rapide. D'accord. Et une grosse partie, évidemment la plus grosse, celle qui me demandera le moins de travail par la suite, allouée à la forêt en fait. C'est-à-dire, voilà, comme les forestiers, je vais planter des arbres, mais ce ne sera pas des arbres pour faire du bois, ce sera des arbres pour avoir du fruit. Donc après c'est une gestion en permaculture, il suffit d'aiguiller un petit peu le sens quoi, du système, quoi, enfin, du biotope, de la forêt. Dans ce projet, est-ce que tu es seul? Est-ce que tu cherches des partenaires? Qu'est-ce que tu recherches comme aide? Alors, il est clair que le projet, il a mûri dans ma tête depuis maintenant 2 ans. 2 ans que je voyage, que je fais du repérage, etc. Et donc je suis seul pour commencer. Mais j'ai parlé avec beaucoup de monde de ce projet et beaucoup de personnes sont intéressées, mais déjà sont enthousiastes à l'idée qu'un projet comme celui-là peut avoir lieu là-bas. D'accord. Et seraient prêts à m'aider. Il y a beaucoup de monde qui serait prêt à m'aider, donc des sympathisants ou des passionnés de l'alimentation crue. Donc ils voient tout l'intérêt d'avoir de développer ce genre de système-là. Donc des gens qui viendraient prêter main forte 1, 2 mois, 3 mois, 1 an, des gens qui voudraient peut-être passer 3-4 ans, d'autres qui voudraient vivre sur place peut-être tout le temps. Et je suis ouvert à toute demande parce que plus il y aura de main-d'œuvre et de personnes intéressées, plus gros le projet sera et plus le message et l'œuvre tout entière du jardin botanique sera conséquente. D'accord. Et ce qui pourra inspirer d'autres personnes à faire la même chose ailleurs et évidemment propager un petit peu ce style de vie qui est, je l'espère, notre avenir à l'humanité. Est-ce que au niveau des semences, des jeunes plants, est-ce que tu recherches des contacts? Est-ce que comment ça va se passer de trouver tous ces fruits? J'ai beaucoup de contacts maintenant en Indonésie. Je parle indonésien. Oui. Donc pas comme le français évidemment, mais je parle l'indonésien suffisamment pour vraiment avoir de relations sérieuses avec les gens là-bas, les locaux, les amis. Et je sais à plusieurs endroits comment parvenir à avoir au bon moment, donc à la bonne époque, etc. Les semences pour le projet. D'accord. Et est-ce que tu te concentres essentiellement sur les fruits indonésiens de Bornéo ou bien est-ce que tu es intéressé par ceux qui poussent en Afrique, en Amérique centrale, dans les Caraïbes? Absolument. Tous les fruits sont bons. C'est un cadeau en tant qu'être frugivore, omnivore, comme on veut, mais en tout cas frugivore en majorité. On a c'est pas un devoir, mais on a cette capacité à faire des sélections de fruits, des meilleurs fruits, et puis les ressemer partout. Alors nous, on le fait plus avec l'intelligence, les êtres humains,
mais c'est sûr que c'est extra quoi, de pouvoir voyager comme ça en avion, ramener des graines par exemple je sais pas moi, de la forêt du Congo ou du Cameroun, de fruits complètement nouveaux, extrêmement bons, ramener des graines comme ça là-bas sur le continent d'Amérique du Sud, c'est un cadeau pour les hommes, Oui. c'est un cadeau pour la nature tout entière, parce que c'est tout le monde qui c'est toute la faune qui profite de ce genre de fruits, et ça fait partie de ce qu'on appelle l'entropie, Oui. c'est-à-dire la vie amène la vie, et c'est exponentiel, c'est-à-dire on enrichit un patrimoine, on enrichit une biodiversité, etc. En faisant ça. C'est tout l'inverse de la privation, la confiscation en fait des semences que font les semenciers. Et puis le fait de surveiller, de faire des catalogues, d'empêcher des associations ou des paysans de reproduire ces graines, etc. C'est tout l'inverse de ça. C'est vraiment favoriser la vie par la vie. Merci Joris pour avoir répondu à toutes ces questions, et puis on mettra les liens pour ceux qui souhaitent te contacter dans ce projet et suivre tes aventures. Merci à toi Benoît, et à la prochaine. Merci. Saya Jolis. Donc je suis en train de manger du durian de Bétenoun, un petit village au cœur de Bornéo. Et voici ces magnifiques durians qui sont sauvages. Ils ont chacun un nom. Celui-là a un nom, j'ai pas retenu le nom. Celui-là a un nom. Voilà, ça c'est le même. Celui-là, c'en est un autre. Et je les ai ramassés moi-même dans la forêt cette nuit, et je les ai ramenés ici pour les manger. Donc voilà, regardez un petit peu la texture. C'est magnifique. C'est du chou à la crème vivant. C'est super mûr. C'est des fruits qui sont tombés de 30 mètres de haut, qui n'ont pas été cueillis, mais qui sont tombés de l'arbre toutes seules. Donc ils ont mûri sur l'arbre naturellement. Extraordinaire. Voilà, merci, à bientôt. La forêt jardin spéciale Indonésie, Bornéo. Des arbres tricentenaires, des durians pour la plupart. Voilà, le sol a été défriché à la machette pour pouvoir atteindre dans ces pondocs, on appelle ça les pondocs, la nuit. On y dort, et lorsque un durian tombe, on va le chercher avant que les écureuils et autres ne les mangent. Et là, il y a un durian qui est tombé. On va le chercher ensemble. Il est tombé par là. Alors ça fait un bruit énorme quand ça tombe. Celui-là, il devait être gros parce que ça fait une espèce de gros bruit énorme. Maintenant, pour le trouver, c'est autre chose. Il est tombé, puis après il a roulé. Alors, chaque arbre peut porter au moins 300 fruits, jusqu'à 500 fruits, 500 durians, ce qui est énorme. C'est un fruit extraordinaire. Il n'y a pas d'engrais, ça pousse vraiment comme des arbres forestiers. Tiens, en voilà un ici. Je viens d'arriver sur ce site, ce site, ouais.
Et il n'y a personne qui attend au Pont Doc, donc les durians qui tombent, ils sont pour celui qui les trouve. Voilà, bah, ça fait un. Donc si ça se trouve, il y en a un autre. Si ça se trouve, il y en a d'autres qui sont tombés avant que j'arrive. Voilà, il est tombé de tellement haut qu'il s'est éclaté ici. Voilà. Regardez un peu la hauteur. Presque 50 mètres. C'est des cathédrales, ces arbres. Voici 2 arbres en un. Au centre, un durian. Et l'arbre qui l'enlace, qui l'étrangle, c'est sûrement un figuier étrangleur. Ils ont l'air de vivre ensemble, plutôt qu'en concurrence. D'ailleurs, l'arbre produit de magnifiques fruits que je viens de ramasser. Un durian. On voit sur l'arbre des champignons. Et sur le tronc, on peut voir un essaim d'abeilles. L'arbre est immense. C'est dans la forêt qu'on attend les durians tombés. Voici là-bas ce qu'on appelle le Pont Doc. Petit abri de fortune pour passer la nuit et ramasser les durians. Ici les arbres sont des cathédrales immenses. Tengok baik-baik caranya untuk saya manjatnya. Ya, caranya begini. Ya. Oh, sampai abang. Ya. Caranya lebih matang dan lebih kuat untuk memegang kayu supaya tidak jatuh. Iya, begini saja caranya. Iya, lagi. Iya. Nah, sampai sini menanjaknya. Arah pegangannya begini. Supaya itu lebih kuat cara untuk megangnya. Supaya tidak jatuh. Kalau mau turun, caranya seperti ini. Turunnya pelan-pelan.
Kita lebih kuat untuk berpegang. Nah, seperti ini caranya. Saya turun seperti ini supaya menghindari tidak jatuh. Nah, seperti ini turunnya. Iya, sampai ke bawah. Nah. Bonjour, je suis en train de finir mon repas de durian. Extraordinaire texture. Un goût de crème brûlée. Voilà les durians, la récolte, mon campement et un dernier plan, un figuier étrangleur qui étrangle un gros durian, arbre durian. Voilà, beau spot. Les nuits sont superbes ici, en pleine nature. Et on attend que le durian tombe. On est en pleine forêt, dans Kalimantan, à Bornéo, et 2 durians viennent de tomber. Il fait nuit, c'est un concert d'oiseaux, et il s'agit de trouver les durians qui sont tombés. C'est un jeu assez surprenant. Alors là, je suis avec un local et on est arrivé il n'y a pas longtemps sur le lieu. On a marché dans la nuit et du coup là il y a des durians qui tombent sous cet arbre. Normalement il y en a 2 qui sont tombés. Alors quand on est plusieurs à chercher, c'est super marrant parce que c'est au premier qui le trouve. Là, je suis pas parti pour le trouver. Ah, le voilà.